Chère étudiante, chers étudiants, je suis Mohamed El-Ifriqi, enseignant d'écologie à la faculté Sciences Semlaliya de Marrakech. Donc je vais assurer l'enseignement du cours d'écologie du module écologie 1, S3, SVI. La deuxième partie de ce cours il sera assurée par le professeur Lemoud. Pour cette partie-là, on a identifié un certain nombre de choses. Tout d'abord, si on prend le cas d'un être vivant, il est en relation avec son sol sur lequel il vit, se développe. C'est le sol qui va nourrir, par exemple ici, une plante, il va lui fournir les éléments nutritifs, l'eau, et sur lequel il se fixe. L'atmosphère, c'est-à-dire l'air qui nous entoure, il fournit à la plante un certain nombre d'éléments, la température, la lumière, l'eau, etc. Donc cet être vivant, il est en contact de ces deux mondes, un monde au sol et un monde dans l'atmosphère qui est l'air qui nous entoure. Par ailleurs, cet être vivant, il n'est pas tout seul dans la nature, il vit avec d'autres organismes, par exemple ici des oiseaux qui vivent dans l'arbre, qui se nourrissent peut-être de fruits, d'insectes, etc. Vous avez aussi plusieurs êtres vivants ici qui vivent ensemble dans la forêt, ou bien vous avez des individus particuliers, par exemple ici un champignon, qui sont des organismes qui vont vivre sur la matière morte en décomposition et qui vont assurer le recyclage de la matière organique vers de la matière minérale. Donc, à gauche, vous avez cet être vivant, il est en contact avec des facteurs qui sont de nature physico-chimique et qui sont inertes, ils ne sont pas vivants. Donc, on va parler de facteurs abiotiques. A, c'est-à-dire non privatif, c'est non biotique, non vivant. Et à droite, vous avez des organismes avec lesquels vous avez des relations plutôt d'ordre biotique, c'est-à-dire prédation, symbiose, etc. Compétition et j'en passe. Donc ce sont des facteurs biotiques. Ce qui est à gauche, c'est moi qui vais vous l'enseigner. Tout ce qui est facteur atmosphérique, facteur édaphique, facteur du sol, qu'on appelle les facteurs abiotiques. Le reste, facteurs biotiques, ça sera lors du jour du deuxième partie du cours, notamment avec le professeur Moudden, c'est la partie fonctionnement des écosystèmes. Alors, pour définir l'écologie en premier, l'écologie c'est un mot qui est nouveau, c'est une science qui est nouvelle, il a été créé par Haeckel, Ernest Haeckel, en 1866. C'est un biologiste allemand et qui a utilisé deux mots, oikos, qui veut dire en grec la maison ou l'habitat, et le logos qui signifie la science ou bien le discours et la science. Et bien sûr, cette science qu'il vient de créer, composée donc de ces deux racines, éco et logos, qui est devenue l'écologie. En anglais, ça prend un Y, en français, c'est IE, en arabe, c'est Ulum al-Bayna. Alors, ça étudie les êtres vivants dans leur milieu, dans les écosystèmes où ils vivent, ça étudie les cycles de la matière, de l'énergie et le fonctionnement en général des écosystèmes. Et ça fait appel à plusieurs disciplines, de la génétique, de la géologie, de la climatologie, de l'éthologie qui est la science du comportement, etc. Donc voilà. 1886, c'est la date où l'écologie a été créée. Et Ernest Haeckel, il travaillait sur les théories de Darwin, c'est-à-dire sur les théories de l'évolution des espèces de Darwin, et il travaillait sur comment le milieu agit sur les êtres vivants et il va provoquer leur évolution. Donc voilà, l'écologie, première définition, c'est la science de l'habitat, ou bien de la maison. Science de l'habitat. Deuxième élément, cet être vivant, comme on l'a vu tout à l'heure, il est en contact avec l'atmosphère, c'est-à-dire l'air qui nous entoure, et c'est là où il a des relations avec des paramètres du milieu, comme la température, la lumière du soleil, l'eau,
Et pour comprendre ces influences, on doit faire appel à des disciplines qui sont totalement physiques, qui ne sont pas biologiques. La météorologie, c'est une discipline géographique et physique qui étudie les grands phénomènes dans l'atmosphère de la météorologie. Ou bien la climatologie qui étudie les paramètres au contact des organismes vivants, au contact du sol. C'est-à-dire la pluie qui tombe, la température de l'air, l'humidité de l'air, la vitesse du vent, etc. Ou bien, de façon plus spécifique, l'hydrologie qui est la science qui étudie l'eau, le cycle de l'eau, depuis qu'il tombe sous forme de pluie, qu'il coule dans les rivières, il va dans les lacs, puis après il arrive par les oueds jusqu'à la mer. L'évaporation, donc tout ça c'est l'hydrologie. Donc comme vous pouvez le constater, ce sont des disciplines qui sont purement géographiques et physiques, qui n'ont pas, mais ils nous fournissent de l'information pour comprendre cette relation entre l'être vivant et l'atmosphère. De l'autre côté, l'être vivant est en contact avec le sol. C'est là où il y a d'abord formation d'un sol à partir d'une roche-mère, et on a besoin de la géologie pour comprendre quelle est la nature de cette roche-mère. On a besoin de la pédologie qui nous explique comment ce sol a été formé, la pédogénèse. Et ce sont donc des disciplines physiques aussi, mais qui nous permettent de comprendre ce sol. Le sol, il va jouer deux rôles très importants. Le premier, c'est un rôle nutritif. Il nourrit la plante. Nutrition minérale et nutrition hydrique. C'est lui qui fournit l'eau. Quand il pleut, la réserve d'eau, il est dans le sol, à la disposition des plantes, et par leurs racines, les plantes vont absorber ces éléments nutritifs et cette eau. Mais aussi, le sol, c'est lui qui va héberger un des phénomènes de l'écologie qui sont très importants, c'est le phénomène de la décomposition. Qu'est-ce que c'est la décomposition ? Les êtres vivants, ils sont formés de matière organique, des protéines, des molécules de sucre, des glucoses, des acides aminés, etc. C'est de la matière organique. Et cette matière organique, une fois que la plante ou bien l'animal meurt, il va revenir au sol. Et c'est dans le sol que va se produire le phénomène de décomposition ou bien de minéralisation. Ce phénomène de décomposition ou minéralisation, c'est-à-dire le retour de la matière de la nature organique à la nature minérale. C'est la minéralisation. Et ça, c'est le rôle que va jouer des organismes qui vivent dans le sol, les champignons et les bactéries. Et cette matière minérale, de nouveau, elle est disponible pour les êtres vivants et il fait partie de la nutrition. Donc ici, vous avez en fait un cycle très important dans lequel vous avez un rôle joué par les éléments dans le sol et vous avez des éléments qui circulent grâce aux êtres vivants. On parle, vous allez l'étudier par la suite, les cycles bio-géochimiques. Bio, parce que les êtres vivants ils jouent un rôle, l'absorption et la minéralisation, décomposition. Ils jouent un rôle au niveau donc de bio-géochimique, géo parce que ça se produit dans le sol, et chimique parce que ce sont des éléments chimiques dont on parle, le phosphore, le calcium, tous les éléments qu'on va trouver dans le sol et les plantes, ils en ont besoin dans leur nutrition minérale. Les êtres vivants, entre eux, ce sont surtout des relations, s'ils sont de la même espèce, ce sont des relations de reproduction. Au niveau de la même espèce, c'est une relation de reproduction. Et pour comprendre ces phénomènes, on fait appel à la discipline de la biologie, de la génétique, de l'hérédité et de la physiologie qui va... Alors ce sont là des disciplines biologiques avec les outils et techniques de biologie, des fois c'est physique, l'optique par exemple, la microscopie, qui va nous aider à comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur d'un être vivant. Alors, cet être vivant, il n'est pas tout seul. Il vit avec d'autres organismes, qui peuvent être des plantes, des animaux, avec lesquels il entretient des relations particulières, des relations qui sont d'ordre biotique. Eh bien, on fait appel à la botanique pour comprendre les plantes, on fait appel à la zoologie pour comprendre les animaux, la taxonomie, etc. L'être vivant, il peut être aussi en relation avec des organismes particuliers, ce sont des parasites. Et là, vous avez une discipline de la biologie qui est la parasitologie, qui va nous permettre de comprendre ces organismes. Ou bien encore des organismes microscopiques, qui sont des organismes qui sont donc dans le sol, ou bien avec les êtres vivants dans l'air. Et c'est la microbiologie qui va nous aider à comprendre ces organismes et essayer de voir leur relation avec cet être vivant. Donc si je veux revenir à mon être vivant, au milieu, si je veux comprendre son écologie,
et dresser quelles sont les conditions qui lui sont favorables, je ne peux pas l'expliquer avec uniquement des facteurs physiques de l'atmosphère ou bien des facteurs chimiques du sol, la composition, la concentration d'un élément minéral du sol. Je dois faire appel à toute l'information que me fournissent toutes ces disciplines, qu'ils soient des disciplines biologiques ou bien qu'elles soient des disciplines physiques et chimiques. Et c'est ainsi que j'obtiens de l'information pour expliquer l'écologie de ces espèces. Alors, l'écologie d'une espèce, c'est ce qu'on appelle son auto-écologie, son écologie propre. Alors, ça me pousse à définir l'écologie comme étant une science de synthèse. L'écologie, c'est une science de synthèse, c'est-à-dire une science qui permet de faire la synthèse entre des apports fournis par toutes ces espèces en même temps pour comprendre l'écologie de cette espèce. Alors, revenons à cette relation entre l'être vivant et son milieu. Pour comprendre cette relation, ces flèches, ça représente des facteurs, des paramètres du milieu. Je suis obligé de faire des mesures. Je suis obligé de faire des observations. Regardez ici, une petite station météo, ou bien ici une plante, je dois mesurer un certain nombre de paramètres pour comprendre son écologie. Et là, l'écologie, il devient donc une science de l'observation. C'est capital. Je veux comprendre l'écologie d'un singe, je dois observer son comportement, je dois l'observer dans la nature. Pour une plante, je dois mesurer les paramètres du sol, je dois mesurer les paramètres de l'atmosphère. Donc l'écologie, ça devient une science de l'observation. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la science, écologie, c'est une science qui réunit plusieurs approches. C'est une science de l'habitat, c'est une science de synthèse et c'est une science de l'observation par excellence. Alors, essayons de voir maintenant quels sont les niveaux d'organisation auxquels on va faire intervenir l'écologie comme discipline nouvelle. Si je prends un être vivant, les constituants d'un être vivant, ça commence d'abord par les éléments les plus simples, l'atome. Ces atomes, et grâce aux organismes, vont fabriquer des molécules organiques, des protéines, des glucides, des lipides, des acides aminés. Ces molécules organiques, ils vont constituer des cellules avec des membranes, avec des constituants intracellulaires. Ces cellules, lorsqu'ils vont être identiques, ils vont constituer un tissu. Et les tissus, ils vont constituer des organes. Et ces organes, ils constituent globalement nos individus, nos êtres vivants. Alors, jusqu'à maintenant, l'écologie ne peut pas s'appliquer. Tout ce processus, jusqu'aux organes, c'est le rôle joué par la physiologie et de la biochimie. Donc, vous êtes dans le domaine de la physiologie, par exemple, qu'elle soit végétale ou animale. Plusieurs organes constituent donc des fonctions et l'ensemble constitue un organisme, un individu. Si vous prenez notre corps, on a des organes, les cheveux, la peau, le squelette, les muscles, le sang, le cerveau. Tout ça, ce sont des organes qui assurent des fonctions, ce qu'on appelle les appareils reproducteurs, l'appareil digestif, l'appareil musculaire, l'appareil nerveux, etc. Eh bien, l'écologie s'applique à cette échelle, à l'échelle de l'individu, pas en dessous de l'individu. Tout ce qui se passe à l'intérieur d'un individu, c'est le domaine de la physiologie. Tout ce qui se passe en dehors, l'individu vis-à-vis du milieu où il vit, ça c'est de l'écologie. L'individu, on va l'étudier en confrontant les facteurs et les paramètres de son milieu, les paramètres du milieu où il vit. Mais vous allez me dire qu'il y a des cellules monocellulaires qui sont faites des individus. Effectivement, l'écologie s'applique aux cellules lorsqu'ils sont unicellulaires, donc les protocaryotes, les organismes unicellulaires, quelques algues sont des protozoaires aussi sont des organismes unicellulaires ou monocellulaires et bien sûr ils font partie du domaine de l'application de l'écologie. Alors, l'organisation des organismes vivants, le niveau le plus bas, c'est l'individu ou bien l'organisme individu, c'est-à-dire un spécimen, une plante, un animal, et bien à lui tout seul, il est un individu qui appartient à une espèce.
On peut étudier sa relation avec son milieu. Et on va constituer son note écologie. On va réunir toutes les informations qui concernent les besoins et ses affinités avec les paramètres qu'on trouve dans son milieu. Plusieurs individus de la même espèce, regardez ici, j'en ai mis 3 par exemple, 3 arbres de la même espèce, ils constituent ce qu'on appelle une population. Une population, c'est un ensemble monospécifique d'individus de la même espèce vivant ensemble au même moment et au même endroit. Par exemple, une population de gazelles, une population d'un arbre, de palmier, etc. Si je prends le cas plus complexe, où vous avez plusieurs espèces. Regardez sur l'exemple que je vous ai mis, j'ai gardé l'espèce que j'avais tout à l'heure et j'ai rajouté 2 autres. J'ai combien? J'ai 3 populations d'arbres différents. Eh bien, ils ne sont pas tout seuls. Ils constituent une forêt et dans une forêt, vous avez des oiseaux, vous pouvez avoir des insectes, vous pouvez avoir des vertébrés, des mammifères. Eh bien, tout ce beau monde, il constitue donc un peuplement ou bien une communauté. En écologie, on parle de biocénose. Tout ça, c'est une biocénose, c'est un peuplement ou bien une communauté vivante. C'est un ensemble donc plurispécifique d'individus d'espèces différentes, animales ou végétales, ou bien les deux, vivant, et ça c'est très important, vivant ensemble, au même moment et au même endroit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils subissent les mêmes influences de leur milieu, les mêmes influences de leurs paramètres. Ils sont dans la même température, quand il pleut, c'est la même quantité de pluie qui tombe, le même clairement, etc. Si on prend que les plantes, ça constitue ce qu'on peut appeler des phytocénoses. Si je prends que les animaux, ça constitue des zoocénoses. Et si je prends uniquement, par exemple, des bactéries ou bien des organismes microscopiques, ça constitue des microbiocénoses. Alors, si je prends l'autre partie, la partie milieu. Le milieu, on ne va plus l'appeler milieu, on va l'appeler un biotope. Premier niveau d'organisation, c'est le milieu de vie, le lieu de vie prédéfini par des caractéristiques, c'est-à-dire des paramètres ou bien des facteurs qui sont physiques ou chimiques. Un poisson, il vit dans une rivière, et bien c'est son milieu de vie et il subit la température de l'eau, la composition chimique de l'eau. S'il y a des polluants, il subit aussi la pollution de l'eau. Donc, des paramètres physiques et chimiques. C'est son lieu de vie et qui sont uniformes. Donc, je prends un petit exemple ici avec des arbres. Ces arbres, ils sont en contact dans cet endroit-là. Voilà, j'ai mis la sphère. Ils sont en contact du climat et donc des facteurs et des paramètres atmosphériques, température, humidité, radiation. Mais ils sont aussi, en même temps, de façon simultanée, en contact avec le sol, donc c'est des substrats, la roche, la nature du sol, les facteurs édaphiques, pédologiques, les éléments chimiques, de l'eau, etc. Et bien cette sphère au milieu, avec tous ces paramètres, c'est le biotope de ces arbres et de ces plantes qui vivent ensemble, de ces oiseaux. C'est le biotope. Donc, je reviens à ma relation. Être vivant, c'est la biocénose, on vient de la définir. Et milieu, c'est le biotope, c'est l'ensemble des paramètres et des facteurs du milieu. Alors, le milieu, il agit, les paramètres du milieu, ils agissent sur les êtres vivants. C'est ce qu'on appelle une action. Et les êtres vivants, ils développent ce qu'on appelle une réaction. Ils doivent réagir. Par exemple, le biotope, je prends le cas de la température. Une température très basse. Sur un être vivant, l'ours polaire par exemple. Température très basse, action sur un ours polaire. Il fait très froid. Que fait l'ours polaire? Il va développer une adaptation, il va développer une fourrure très épaisse qui le protège du froid. Ou bien s'il fait très froid, qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer son comportement, il va dormir. Et vous avez le phénomène d'hibernation. Le phénomène d'hibernation, c'est une réaction de l'ours polaire
à la température très basse, très souvent c'est en plein hiver. Donc, le milieu, il provoque des réactions des espèces, bien des adaptations qu'on va voir par la suite. Entre les êtres vivants, vous avez ce qu'on appelle des fois-ci, c'est des coactions, c'est-à-dire des individus de la même espèce, ou bien c'est la compétition par exemple pour la nourriture, ou bien une espèce qui parasite une autre, ou bien ils se collaborent, ou bien ils se mettent en symbiose pour faciliter leur vie commune, donc c'est une relation obligatoire. Ce sont des coactions, donc tout ça, coalition, c'est des facteurs dits biotiques. Et cette relation au milieu, c'est plutôt une relation de facteur abiotique. Donc la biocénose, c'est la partie vivante, et le biotope, c'est la partie non vivante. Les deux, quand je les mets ensemble, biocénose plus biotope, ça donne l'écosystème. L'écosystème, donc, il est composé de deux entités. Une partie vivante, c'est les êtres vivants, et une partie non vivante, c'est les paramètres du milieu, c'est le biotope. Et bien sûr, les interactions qu'il y a entre les deux. Un écosystème, c'est pas simplement une juxtaposition d'espèces avec leur milieu, mais aussi toutes les interactions qui se réalisent entre elles. Donc, définition d'un écosystème. Un écosystème est un ensemble d'êtres vivants qui vivent au sein d'un milieu ou d'un environnement spécifique et interagissent entre eux et le milieu et avec ce milieu. Par exemple, dans une forêt, il y a des arbres, il y a des plantes, il y a des animaux, des insectes, etc. et qui sont en constante interréaction. Donc, sur ce slide, vous avez donc un écosystème qui est composé de tout ce dont vient de parler. L'élément de base, c'est les plantes. Pourquoi les plantes? Parce que ce sont les producteurs. Ils sont les premiers capables de transférer et de convertir l'énergie solaire, qui sont les radiations, la lumière, en énergie chimique sous forme de molécules organiques, des lipides, des protéines, etc. Donc, ils produisent leur propre nourriture. On parle d'autotrophes, ou bien des producteurs. Cette matière, elle va servir à nourrir d'autres organismes, des insectes, des oiseaux, des mammifères, herbivores qui mangent de la matière végétale, qu'on appelle les consommateurs de premier ordre, ou bien les herbivores. Cette flèche entre le soleil et la plante, c'est un transfert d'énergie. Et cette flèche entre la plante et un animal, par exemple qui vit sur l'arbre ou bien qui se nourrit des plantes, des buissons, des herbacées, eh bien, c'est un transfert et de l'énergie, parce que c'est l'énergie que la plante a captée du soleil, mais aussi un transfert de matière. Je vais vous donner un petit exemple pour comprendre. Lorsque vous mangez un pot de yaourt, si vous prenez l'étiquette du pot de yaourt, vous avez plusieurs informations. La première information, il vous dit votre pot de yaourt, il est composé de tant de glucides exprimés en grammes, de tant de lipides exprimés en grammes, de tant de protéines, etc. Donc ça, c'est la masse, c'est la matière qui compose votre pot de yaourt, exprimé en grammes dans ce cas-là. Ça veut dire que si vous mangez le pot de yaourt dans sa totalité, vous avez mangé tant de grammes de ces différents éléments. Mais vous avez aussi sur l'étiquette une autre information qui vous dit que votre pot de yaourt, il est composé de 50 calories par exemple. Eh bien, ça veut dire que si vous mangez votre pot de yaourt, vous avez consommé 50 calories. Ça veut dire que la quantité de matière exprimée en grammes des différents composants, il est équivalent à 50 calories par exemple. Donc j'ai exprimé la même chose, soit en énergie, soit en matière. Donc chaque flèche se rapace quand il se nourrit de cet écureuil, par exemple ici sur l'arbre, eh bien il va manger de la matière, mais en même temps il mange de l'énergie, il consomme de l'énergie. Ça transfère de l'énergie. Et ainsi de suite. Les herbivores sont mangés par les carnivores, plusieurs niveaux. Mais toute cette matière produite, lorsqu'elle meurt, il revient au sol. Et c'est le rôle joué par une autre catégorie d'organismes, des bactéries, des champignons, qui sont les décomposeurs. Les décomposeurs, ils vont ramener la matière organique de l'état organique à l'état minéral.
et le cycle est bouclé. Et c'est ça le fonctionnement d'un écosystème. Vous avez des chaînes trophiques, vous avez des réseaux trophiques, vous avez des transferts d'énergie, vous avez des transferts de matière qu'on peut voir à ce niveau-là. Alors, s'il y a des problèmes de dérèglement qui se produisent, par exemple, si j'élimine les consommateurs secondaires, les carnivores, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les herbivores, ils n'auront plus de prédateurs. Ils vont se développer. Et s'ils se développent beaucoup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont manger beaucoup plus de matière végétale. Ils vont manger beaucoup plus de matière de producteurs. Et s'ils mangent beaucoup plus de producteurs, eh bien, il y aura moins de production de matière organique d'origine. Et il y aura moins de conversion de l'énergie solaire vers de la matière organique par le processus de photosynthèse. Donc on voit bien que dans un écosystème, vous avez un équilibre entre les différents maillons et chaque élément, il est important dans le bon fonctionnement. Il faut des producteurs des plantes, il faut des herbivores qui convertissent la matière végétale vers de la viande et il faut des carnivores qui consomment cette matière organique sous forme de viande pour produire aussi d'autres matières organiques de viande et bien sûr l'ensemble, les feuilles mortes, les cadavres des animaux ou bien des plantes, des insectes, ils reviennent au sol, ils sont minéralisés par les décomposeurs. Donc voilà pour cette première vidéo.